Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Le but de cette vidéo, c'est que vous soyez capable, à la fin de cette vidéo, de commencer à utiliser NumPy pour faire du calcul numérique. NumPy, c'est un environnement, c'est un module Python qui est dédié au calcul sur des tableaux. Des tableaux qui vont pouvoir contenir des données et ou contenir des résultats de modèles. Donc c'est vraiment un outil crucial pour tout ce qui est calcul numérique et c'est vraiment important que vous passiez un peu de temps à apprendre à maîtriser NumPy correctement. Comme NumPy est assez gros, on va faire une première vidéo d'introduction, il y aura une deuxième vidéo après pour revenir sur certains détails. Donc pour commencer, pourquoi NumPy Je vais commencer avec un exemple très simple pour illustrer et motiver le besoin d'avoir NumPy. Donc imaginez que vous soyez sur le terrain et que vous ayez collecté des mesures de température et vous souhaitez faire des calculs avec. Donc la première chose qui viendrait à l'esprit en Python, c'est de mettre toutes ces données-là dans une liste et de stocker les valeurs les unes à la suite des autres, une valeur par jour, par exemple la température du premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, etc. Donc on stockerait les valeurs comme ça dans une liste, et si vous voulez faire des calculs avec ces valeurs, imaginez que pour une raison ou une autre, vous deviez calculer la température divisée par 2, ou la multiplier par 2, et bien, comme ces valeurs sont stockées dans des listes, on ne va pas pouvoir faire ces calculs ainsi. Si je fais le petit calcul ici, donc j'ai créé la liste temp qui contient les valeurs les unes après les autres ici, vous les voyez. Maintenant je veux calculer la température multipliée par 2, la stocker dans temp2 et afficher le résultat. Python fait un calcul, mais ce n'est pas ce à quoi je m'attends. Vous voyez, la valeur 12,3 n'a pas été multipliée par 2. En revanche, si je regarde la longueur de la liste temp2, vous voyez que c'est le double de la liste temp ici. On a répété, ici on a les valeurs de 12,3 à 23,2 et à nouveau de 12,3 à 23,2. L'opération multiplier avec le petit astérisque, en Python, quand on l'applique à une liste, ça veut dire de concaténer autant de fois qu'on le veut la liste. Donc si j'avais fait x4, je n'aurais pas multiplié les valeurs par 4, j'aurais concaténé 4 fois la liste température. Et si j'avais voulu diviser la température par 4, ben là j'aurais créé une erreur parce que je n'ai pas d'opération divisée par exemple sur les listes. Si je voulais calculer l'exponentielle de la température, si pour une raison ou une autre je dois faire un calcul avec la température et calculer l'exponentielle, ça ne marche pas, l'exponentielle n'est pas définie. Donc vous savez que vous pouvez importer du module math la fonction exponentielle. On peut essayer de faire ça. Import exp from math, pardon. Import exp. Ça ne marche toujours pas. La fonction exponentielle est bien définie. Si je fais exponentielle de 2, j'ai bien le calcul. Mais je ne peux pas l'appliquer sur une liste, parce que ce n'est pas un nombre que je vais donner à la fonction exponentielle, mais là c'est une liste. Donc je n'ai pas le droit d'appliquer la fonction exponentielle à une liste. Donc je ne peux pas faire des calculs aisément avec des objets de type liste. Pourquoi? Parce que derrière, une liste peut contenir n'importe quel type de valeur et d'objets à l'intérieur de la liste. Je pourrais mélanger des nombres avec des chaînes de caractères, avec des objets vraiment de tout type dans cette liste. Et du coup, on ne peut pas appliquer des opérations de calcul sur des objets de type différents, ça ne va pas marcher. Donc, si vous vouliez faire le calcul en utilisant une liste, il faudrait faire une boucle en disant pour tous les éléments de cette liste, faire le calcul avec la fonction exponentielle, stocker tout dans une nouvelle liste, et ça serait assez difficile et fastidieux à faire. Donc au lieu de faire ça, on va utiliser cet environnement, ce module NumPy qui va nous faciliter la vie pour faire des calculs avec des listes, avec des tableaux de valeurs. Donc si j'importe maintenant NumPy, en utilisant l'abréviation NP, qui est l'abréviation habituelle qu'on utilise pour raccourcir la syntaxe, importe NumPy as NP. Si je reprends la définition de tout à l'heure, je la copie là-dessous, mais je vais changer juste une chose, je vais lui dire que cette liste, je veux la transformer dans un tableau. Donc, NP, on appelle notre module NumPy, la fonction array, et en entrée de cette fonction array, je vais lui donner la liste de valeurs. Si maintenant je fais afficher temp,
j'ai bien la liste de valeurs, mais le type de cette variable temp, maintenant, c'est un array NumPy. Et à partir du moment où c'est un array, je vais pouvoir faire tous les calculs que je voulais. Donc je reprends ça. Je vais commencer par vouloir diviser temp par 2, par exemple. Voilà, ok, il a bien fait le calcul sur tous les éléments de mon tableau. Il a divisé chacune des valeurs par 2. 12,3 est divisé par 2, ça fait 6,15. 12,4 divisé par 2, ça fait 6,2, etc. Et si je veux calculer la valeur exponentielle, NumPy fournit aussi toutes les fonctions mathématiques que vous pouvez imaginer. Et pour y accéder maintenant, c'est dans le module NumPy. Donc vous devez commencer la syntaxe en tapant np. La fonction mathématique que vous voulez. Et dedans, vous donnez comme argument à cette fonction le tableau, une valeur d'entrée. Donc là, il m'a bien calculé l'exponentielle sur chacune des valeurs du tableau. Et il a stocké ça dans un nouveau tableau de type NumPy. Donc si on utilise la fonction magique use pour vérifier un peu les types, vous voyez, np c'est le module qu'il a chargé, exp c'était la fonction de maths, mais ça m'intéresse pas beaucoup, mais temp et temp2 maintenant c'est des arrays, c'est des tableaux NumPy qui contient 6 éléments de type float 64, c'est-à-dire des nombres à virgule codés sur 64 bits. Donc voilà, si on utilise NumPy, c'est parce que ça va nous faciliter le calcul sur tous ces jeux de données qui peuvent être très grands. Hein. Ici, je pourrais avoir des milliers de valeurs. Je vais pouvoir écrire juste en une ligne le calcul que je veux faire sur des valeurs. Je peux faire des calculs assez compliqués. Maintenant, je peux combiner différentes fonctions. Hein. Je vais prendre par exemple la température, diviser. Il y a la valeur pi qui est aussi définie. Il y a des constantes qui sont définies dans NumPy. Donc np.pi, c'est la constante pi. Voilà, il a fait le calcul. Donc maintenant, ce que vous devez apprendre à faire, c'est comment créer des tableaux NumPy. Il y a plusieurs façons de procéder. On va charger parfois des tableaux à partir d'un jeu de données. Donc ça, je vais vous le montrer tout de suite. Il existe une fonction pour charger directement un jeu de données texte. Donc si vous avez préparé ou acquis un jeu de données, vous avez un instrument qui a sauvé des données dans un fichier, et vous avez un fichier texte qui contient ces valeurs. Vous pouvez aussi l'avoir créé à partir d'Excel et sauvé au format texte. Donc ici, par exemple, j'ai un tableau qui contient le nombre de taches solaires, c'est la deuxième colonne dans ce tableau, en fonction de l'année. C'est des valeurs qui ont été observées par des astronomes. Donc il y a plusieurs façons d'observer ces taches solaires, il y a plusieurs données dans ce tableau, mais on voudrait charger en un coup toutes les données dans NumPy. Donc comment faire? On va utiliser cette fonction load.txt et vous devez simplement donner le nom du fichier qui contient ces données. Donc ici, les données sont dans le répertoire data. Vous voyez, mon notebook est ici dans ce répertoire. Il y a un sous-répertoire qui s'appelle data. Donc je vais donner le début du nom du fichier, le nom du répertoire, data, barre oblique, le nom du fichier qui m'intéresse, sendspot.txt. J'exécute cette cellule, et si je regarde le résultat, j'ai bien chargé un tableau qui contient toutes les valeurs. Alors, par rapport à tout à l'heure on avait un tableau qui avait une seule dimension. Ici, on voit que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un crochet, un autre crochet qui s'ouvre, ce crochet se ferme. On voit que le tableau est organisé en lignes et en colonnes. Ça correspond bien à ce qu'on a vu dans le fichier Sunspot. Hein. J'ai un certain nombre de lignes, un certain nombre de colonnes. Donc on peut demander à Python la taille de ce tableau. Donc il existe la fonction ndim. Donc le tableau data a un attribut qui est le nombre de dimensions. Et ici c'est 2 dimensions. Donc là maintenant, tout à l'heure j'avais un tableau à une dimension avec x, avec temp. Si je fais la même chose pour temp, vous allez voir, il y a une seule dimension. Temp c'est un tableau avec une seule dimension, un seul indice permettait de repérer chaque valeur dans le tableau. Maintenant data, c'est un tableau qui a 2 dimensions. Alors on va regarder après comment accéder aux éléments du tableau. Déjà on voit ça. Autre chose, c'est la taille. Si je veux connaître la taille de ce tableau, il existe l'attribut shape qui va me renvoyer un tuple qui m'indique
en premier le nombre de lignes du tableau et en deuxième le nombre de colonnes. Donc 318 lignes, 4 colonnes. Ça correspond bien à ce qu'on a là. On a les 4 colonnes, hein, vous voyez, sur chaque ligne, j'ai 4 valeurs qui sont stockées les unes à côté des autres. Et là, vous voyez le nombre de lignes qui défilent à gauche. J'ai bien 318 lignes dans mon fichier TXT. J'ai bien donc importé toutes ces valeurs directement dans mon array NumPy data qui a la taille 318 lignes et 4 colonnes. Donc avec ça, vous allez pouvoir charger des données très rapidement. Il existe des options, beaucoup d'options dans cette fonction, vous pouvez y accéder. On peut avoir des délimiteurs sous forme de virgule, donc ça va nous permettre de lire des fichiers CSV. On peut sauter des lignes au début d'un fichier, on peut vraiment lire de façon très efficace un fichier sans avoir à écrire une boucle et écrire des programmes compliqués pour faire ça. Donc à partir de là, je vais pouvoir faire des calculs sur ces valeurs. Donc ça, c'était pour lire des données. On peut aussi avoir besoin de créer des matrices toutes simples, des tableaux tout simples qui contiennent des valeurs pour faire des calculs. Donc par exemple, je vais vous créer une matrice A qui contient que des valeurs 1. Et puis on va devoir lui dire quelle est la taille du tableau qu'on veut créer qui contient que des 1. Donc par exemple, je peux faire un tableau qui fait 5 lignes et c'est tout. Donc je rentre un tuple, je dis que je veux 5 éléments, ils vont valoir 1 et je devrais avoir un tableau qui est qu'une seule dimension et qui contient des 1. Si je veux un tableau à plusieurs dimensions, mais je vais rentrer d'abord le nombre de lignes, ensuite le nombre de colonnes. Vous voyez qu'il a créé un tableau avec 5 lignes, 3 colonnes avec des 1. De la même façon, je peux définir un tableau qui contient des zéros. Il suffit d'utiliser la commande 0 au lieu d'utiliser la commande once. Et ça va me créer des zéros avec exactement la même syntaxe. Il existe aussi une commande qui permet de créer des matrices identité. Donc, ça s'écrit I, donc vous appelez le module NumPy, la commande I, comme la lettre I en anglais, hein, et puis la taille de la matrice que vous voulez créer. Donc, ici, j'aurai par exemple une matrice d'identité de 4 lignes par 4 colonnes avec les 1 sur la déroulement. Donc ça, c'est des matrices qu'on va souvent avoir à générer pour faire des calculs. On va souvent aussi avoir à générer des valeurs qui se répartissent régulièrement le long d'un axe. Donc par exemple, on va devoir générer des valeurs x qui vont d'une valeur initiale à une valeur finale et on veut en générer un certain nombre. Donc vous pouvez utiliser la fonction linspace pour ça. On donne la première valeur, la dernière valeur et le nombre de valeurs qu'on veut. Donc si je fais afficher x, voilà, vous voyez, je suis bien allé de -2 à +2 et j'ai 5 valeurs. Si je voulais mettre beaucoup plus de valeurs, 50, il suffit que je change ici ça. Donc, avec ça, on peut générer rapidement des valeurs qui sont réparties de façon régulière. Donc je reviens avec je vais mettre 6, un nombre pair. Je vais vous montrer encore quelque chose, c'est que vous pouvez très facilement générer des valeurs comme ça. On a maintenant une forme du tableau qu'on a créé qui contient 6 valeurs, mais je peux changer la forme de ce tableau. Donc je peux lui dire, en fait, j'aimerais que tu répartisses ces valeurs-là sur un tableau qui a 3 lignes et 2 colonnes. On va lui faire afficher le résultat. Donc il va reprendre exactement les mêmes valeurs, mais il va les réordonner et les mettre dans un tableau qui a une forme, cette fois-ci avec 2 dimensions, qui a bien les 3 lignes comme indiqué, et les 2 colonnes. Et vous voyez qu'il les a répartis dans l'ordre. Donc le -2 c'est la première valeur, -1,2 c'est la deuxième ici, ensuite il continue par du haut ici, et il descend, -0,4, 0,4, 1,2, 2, etc. J'aurais pu faire aussi 2 lignes, 3 colonnes, ça aurait fonctionné. On voit les premières valeurs, 3 valeurs qui sont en haut ici, et les suivantes qui sont en dessous. Si j'avais pris une dimension qui était telle que le nombre de cellules du nouveau tableau
est différent du nombre de cellules du tableau initial, alors il me met un message d'erreur, c'est quelque chose qui n'est pas possible, il n'a pas le bon nombre de valeurs à mettre dans le tableau. Donc ça c'est interdit. Donc, dernière chose, vous pouvez aussi créer un tableau en utilisant exactement comme on a vu au début la commande nparray de NumPy. Et puis si on veut créer un tableau de dimension 2, on va faire une liste de listes. Donc je vais créer une première liste, et à l'intérieur je vais mettre des listes. Donc la première liste, pardon, ça serait les éléments de la première ligne du tableau. Par exemple, je vais mettre 2 et 4, et puis sur la deuxième ligne du tableau, je vais avoir encore 3 éléments, peut-être 3 et 2. Et si je fais ça et que j'affiche M, vous voyez que c'est un petit tableau qui contient 2, 4, 3, 2. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir comment accéder aux éléments d'un tableau. Donc, si on reprend le petit vecteur de température que j'avais présenté tout à l'heure, on peut accéder, comme dans une liste, à n'importe quel élément de ce tableau en utilisant l'opérateur crochet. Donc, on utilise le nom du tableau, on fait suivre par les crochets et on donne la position de la valeur qui nous intéresse. Donc, temp de 0, c'est la première. Les indices commencent à 0. Temp de 1, c'est la deuxième, etc. On peut aussi sélectionner un ensemble, une plage de valeurs dans ce tableau et extraire un sous-tableau du tableau initial. Donc je pourrais dire par exemple je veux extraire un petit tableau qui va contenir une partie de mon tableau initial, pardon, et je vais prendre les indices de 0 à 3. Donc, cette syntaxe-là nous dit qu'on veut les indices qui commencent, ça c'est la valeur de départ, à 0 jusqu'à, le 2 points ça veut dire jusqu'à l'indice 4 moins 1. Donc ça c'est toujours un peu une source d'erreur. On va prendre cette valeur-là, moins 1 dans les indices. Donc ça veut dire qu'en fait on va sortir 4 valeurs. On va sortir 0, 1, 2, 3. On s'arrête à 3. Donc ça correspond à ça, 0, 1, 2, 3 dans ce tableau-là. C'est ces 4 valeurs ici, et on voit bien qu'on a extrait un sous-tableau du tableau initial. Je pourrais commencer à 2 et avoir un sous-tableau qui aurait une taille juste 2. On peut aussi, si je vais plus loin, donc de 0 à 6, là j'extrais le sous-tableau complet, donc c'est le tableau en entier, mais je peux donner un pas d'avancement. Donc je peux dire, je ne veux pas rendre le sous-tableau qui commence à l'indice 0, qui se termine à l'indice 6 moins 1, 5, et qui fait un pas sur les indices de 2. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le premier indice, la première valeur, il augmente l'indice de 2 pour la suivante, donc il a bien pris le 12,3, il augmente de 2, donc 0, 1, 2, il arrive ici à 18,9, il a pris 18,9, il augmente encore de 2, 19,9, il renvoie cette valeur, il augmente encore de 2, et il sort, il a une valeur qui est plus grande que la taille du tableau, donc il va s'arrêter. On peut faire ça à l'envers, on pourrait partir de la dernière valeur jusqu'à la première avec un pas négatif. Donc là, vous pouvez renverser les choses. Je pourrais prendre toutes les valeurs avec un pas négatif. Je vais renverser l'ordre. 23,2, 19,9. Vous voyez, j'ai inversé le tableau. Ça, c'est pour un tableau qui a une seule dimension. Si maintenant je reprends un tableau à plusieurs dimensions, comme j'avais fait juste ici, je vais reprendre M. Je vous le mets ici, je vais le rallonger un petit peu pour que ça soit plus intéressant. Donc je rajoute des valeurs, je rajoute une ligne encore, 0, 2, 4, afficher M. Et je pense que vous pouvez déjà deviner comment ça va se passer. Si je veux accéder à un élément dans ce tableau, comment je vais faire? Ben, je vais devoir donner deux indices, le numéro de la ligne et le numéro de la colonne, avec des indices qui commencent à 0 comme d'habitude. Donc si je donne entre crochets la position 0,0, ça veut dire la ligne 0 et la colonne 0. Si j'affiche cette valeur, j'ai bien un 2. Donc, ligne 0, colonne 1, je devrais avoir le 4 qui est ici. On va voir, oui, ça marche. Donc comme tout à l'heure, je peux donner des gammes de valeurs. Je peux dire, j'aimerais sur les lignes avoir de la ligne 0 à la ligne
2, donc c'est 0, 1, 2, j'ai 3 valeurs, et la colonne numéro 1. Et il me sort bien les valeurs 4, 2, 2 qui correspondent à la deuxième colonne, la colonne avec un indice 1 dans ce petit tableau-là. Donc là, vous pouvez aussi faire quelque chose comme tout à l'heure, avec des indices, avec les pas. Vous pouvez sélectionner une valeur sur 2, une valeur sur 10. Vous pouvez faire toutes sortes de choses avec ça. Vous pouvez le faire sur les lignes ou sur les colonnes. Et si vous voulez omettre, si vous voulez prendre toutes les lignes ou toutes les colonnes, vous pouvez omettre la valeur de début et la valeur de fin. Python va comprendre par défaut que vous souhaitez avoir la totalité de la colonne ou de la ligne que vous cherchez. Donc, si je mettais ici deux fois les 2 points comme ça, ben, ça veut dire que j'aurai toute la matrice. Si je mets ici l'indice 1, ça serait la ligne avec l'indice 1, donc c'est 3, 2, 1. Donc ça va être très très pratique pour extraire des données d'un jeu de données. Je vous rappelle, on avait ce tableau data qui était très grand, qui contient les années, le nombre de tâches solaires, d'autres informations qui ne m'intéressent pas. Si je veux extraire les années de ce tableau, je vais juste écrire, je vais prendre le tableau data, je veux toutes les lignes et la colonne d'indice 0, donc la première, ça c'est les années. Et si je fais afficher les années, vous allez voir, j'ai bien extrait toutes les années et je peux m'en servir pour faire un graphe ou un calcul. De même, si je veux le nombre de tâches solaires, il suffit que j'extrais la deuxième colonne, donc celle qui a un indice 1, et ça y est, j'ai les nombres de sunspots. Donc maintenant, je peux faire un plot. On va importer matplotlib pour faire ça. Import matplotlib.pyplot as plt, plt plot. Ça, vous avez dû utiliser l'an dernier, donc vous devrez vous rappeler le nombre d'années, le nombre de sunspots, et puis vous avez le graphe avec les années et les sunspots. Donc maintenant, je pourrais calculer, faire des calculs sur mes sunspots, les multiplier par 3, faire ce qu'on a fait avant, les diviser, faire tout ce que vous voulez avec ces valeurs-là. Donc on a vu comment accéder ici à des valeurs dans un tableau, on les extrait, on peut utiliser exactement la même syntaxe pour modifier des valeurs à l'intérieur d'un tableau. Donc si je reprends mon petit cas avec la matrice M, juste pour illustrer très vite ce que je veux dire, vous avez la matrice M, et maintenant je pourrais lui dire, s'il te plaît, dans cette matrice M, la deuxième colonne, donc toutes les lignes, la colonne avec un indice 1, j'aimerais qu'elle contienne une valeur 100. Donc là, je fais une affectation, j'ai fait la sélection des positions sur mon tableau, et ensuite je fais une affectation, je mets une valeur là-dedans, et je vais l'afficher. Donc vous voyez, il a bien mis la valeur 100 sur tous les indices ici. Je pourrais aussi simplement, par exemple, copier des colonnes ainsi. Je pourrais dire, la colonne avec l'indice 1, j'aimerais en fait que ça soit la même que la colonne avec l'indice 2. Donc ici, j'extrais la colonne avec l'indice 2, 5, 1, 4, et je la recopie dans la colonne avec l'indice 1. Et j'ai bien ce que je voulais ici, 5, 1, 4, 5, 1, 4. Dernier point dans cette vidéo, il faut parler un petit peu des opérations sur les tableaux. Qu'est-ce que permet NumPy et comment ça fonctionne. Donc pour initialiser ça, j'ai créé deux tableaux très petits, de taille 2 par 2, le tableau M et le tableau N. Le premier contient les valeurs 2, 4, 3, 2, et le deuxième contient les valeurs 2, 0, 1, 1 et 1. Donc les opérations sur ces tableaux se produisent, sont réalisées assez facilement. Si vous voulez par exemple additionner le tableau M et le tableau N, créer un nouveau tableau, on va l'appeler R comme résultat, on va afficher R, vous allez voir, ça va faire exactement ce qu'on pense. 2 plus 2, ça fait 4, 4 plus 0, ça fait bien 4, 3 plus 1, ça fait bien 4, 2 plus 1, ça fait 3. Donc l'addition, elle se comporte de manière tout à fait naturelle. La soustraction, c'est pareil. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez multiplier chacun de ces tableaux par des scalaires. Il sait aussi faire les calculs. Donc si je fais 2 fois la matrice M, on voit bien, juste faire comme ça,
ça sera plus compact. 2 fois m, ben, ça fait bien 2 fois 2, 4, 2 fois 4, 8, etc. 2 fois 3, 6. Donc, ça marche très bien. Donc jusque là, on a ce qu'on s'attend quand on fait des opérations matricielles. Le produit va toutefois être différent. Le produit ou la division vont être différents. Donc si je fais m fois n, c'est pas un produit matriciel au sens où vous l'avez appris dans les cours d'algèbre. Là, c'est un produit terme à terme. Donc chacun des termes du tableau est multiplié par le terme correspondant dans l'autre tableau. Donc la première valeur sur l'indice 0, 0 dans le tableau m, ça vaut 2, va être multipliée par la valeur dans le tableau n à la position 0, 0 qui vaut aussi 2, et le résultat c'est un 4. La valeur 4 ici, en position 0, 1, va être multipliée par le 0 qui est aussi en position 0, 1, et vous allez trouver 0 en position 0, 1 dans le tableau résultant. Donc il va multiplier chacune des valeurs dans chacun des éléments du tableau par la valeur correspondante. Si vous faites la division, c'est pareil. Là, je m'attends à ce qu'il râle un petit peu parce qu'il va y avoir une division par 0, parce que la valeur ici vaut 0 dans le tableau n. Et donc effectivement, vous voyez, on a une valeur infinie qui est écrite ici. Il me met un message comme quoi il a rencontré une division par 0. Donc n par m, ça serait plus stable comme division. Et donc ici, il a divisé ces valeurs-là par les valeurs correspondantes dans le tableau. Donc il a divisé 2 par 2, il trouve bien que ça vaut 1. Il a divisé 0 par 4, ça fait bien 0. 3, il est divisé par... Non, 1, pardon, il est divisé par 3, ça fait bien un tiers, etc. Donc parfois, vous devez aussi faire les opérations habituelles de produits matriciels. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser une fonction de NumPy qui est la fonction dot. Et si vous voulez faire le produit matriciel entre la matrice m et la matrice n, donc il ne faut pas simplement écrire m fois n, il faut écrire numpy np.dot entre parenthèses, puisque c'est une fonction m, n. Et là, vous avez vraiment le résultat du produit matriciel tel que vous l'attendez. Vous pouvez vérifier. 8, ça va être le produit, donc on prend la matrice m, la première ligne, fois la première colonne de la matrice n. Donc je vais avoir 2 fois 2, ça fait... attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça, 2 fois 2, la première ligne, fois la première colonne, donc 2 fois 2, plus 4 fois 1, ça nous fait bien 8. Et ainsi de suite. Vous pouvez faire le petit calcul à la main. Il a fait vraiment le produit entre la matrice, les deux matrices. On peut faire de même si on définit un vecteur. Donc ici, j'ai défini un petit vecteur. Je définis V, qui vaut juste 1 et 0. Si je veux faire le produit de la matrice m par le vecteur v, je vais écrire np dot de m, virgule v, et je vais avoir, en fait ici, je vais recopier la matrice m dessous pour en avoir. Donc je multiplie la matrice m ici par le vecteur v, donc il faut imaginer que vous avez le vecteur en colonne ici avec 1 et 0, 1 fois 2 plus 4 fois 0, ça nous fait bien 2, et puis 1 fois 3 plus 2 fois 0, ça fait bien 3. Donc il a bien fait ce qu'on voulait. Donc là maintenant vous savez faire les produits, les additions, les multiplications, vous pouvez appliquer des opérateurs, toutes les fonctions mathématiques sur ces matrices. Vous pouvez faire du produit matriciel, produit entre une matrice et un vecteur, et vous pouvez aussi calculer pour n'importe quelle matrice sa transposée. Il suffit de rajouter, d'utiliser l'attribut .t majuscule derrière le nom de la matrice, et ça va vous donner la transposée. Donc ici m vaut 2, 4, 3, 2, la transposée vaut 2, 3, 4, 2, c'est la symétrique par rapport à la diagonale. Donc avec ces outils de base, maintenant, vous devriez être capable de faire les opérations les plus courantes en NumPy. Il y a beaucoup d'aides en ligne. Dès que vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à taper la question dans Google et chercher. Il y a une grande documentation sur NumPy aussi. On verra quelques points plus approfondis dans une prochaine vidéo.
Mais là, vous avez déjà une base qui me semble assez solide pour commencer à travailler.